Lecture d'un extrait de Mes contes de fées, 12e tome des Annales du Disque Monde par Terry Pratchett, traduit par Patrick Couton, avec l'aimable autorisation des éditions de la Talente. Pour remettre dans le contexte, nous suivons trois personnages, trois sorcières, Mémé Cire du Temps, Nounou Hogg et Magra Gousdaï, qui sont à la recherche de quelqu'un qui est capable de modifier les histoires et les contes et d'utiliser leur pouvoir. Elles prirent leur petit déjeuner dans une clairière, de la citrouille grillée. Puis Nounou proposa une petite balade. C'était une belle journée, dit-elle, une forêt intéressante, dit-elle, avec des tas d'herbes nouvelles qui méritaient qu'on y regarde de plus près. Une promenade au soleil leur ferait du bien, dit-elle, ça leur remonterait le moral. C'était effectivement une belle forêt. Au bout d'une demi-heure, même Mémé Cire du Temps voulut bien reconnaître que par certains côtés, elle ne la trouvait pas tout à fait étrangère ni minable. Magra s'écartait de temps en temps du sentier pour cueillir des fleurs. Elles tournèrent alors à l'angle d'un bouquet de chênes gigantesques et tombèrent sur la fillette en capuchon rouge. Elle gambadait au milieu du sentier en chantant une chanson plus simple et beaucoup plus correcte que toutes celles du répertoire de Nounou Hogg. Elle ne vit les sorcières qu'une fois sur elle. Elle s'arrêta et leur adressa un sourire innocent. « Bonjour, vieille femme, dit-elle. « fit Magra. Mémé Cire du Temps se pencha. « Qu'est-ce que tu fais toute seule dans la forêt, ma jeune demoiselle ?»« Je porte ce panier de gâteries à ma mémé, répondit la fillette. La sorcière se redressa, le regard absent. Esmé, fit instamment Nounou Hogg. Je sais, dit Mémé. Magra se pencha à son tour et afficha la grimace idiote dont sont coutumés les adultes qui voudraient savoir s'y prendre avec les enfants, mais n'ont aucune chance d'y parvenir. Dis-moi, mademoiselle, est-ce que ta maman t'a mise en garde contre les méchants loups qui pourraient se trouver dans les parages ? Oui, c'est ça. Et ta mémé, poursuivit Nounou Hogg, je parie qu'elle est clouée au lit en ce moment, pas vrai ? C'est pour ça que je lui porte ce panier de gâteries, commença l'enfant. Semblait bien. Vous connaissez ma grand-mère ? Fit la gamine. Oui, répondit Mémé Cire du Temps, si on veut. La même chose est arrivée du côté de Skund quand j'étais petite, dit tranquillement Nounou. Même qu'on n'a jamais retrouvé la grand... Elle est où, la chaumière de ta mère grand-petite ? Demanda Mémé Cire du Temps d'une voix forte en décochant un coup de coude dans les côtes de Nounou. La fillette montra du doigt un petit chemin de traverse. Vous n'êtes pas la méchante sorcière, dites, demanda-t-elle. Nounou Hogg tout ça. Moi ? Non, on est... commença Mémé. Des fées, termina Magra. La bouche de Mémé Cire du Temps s'ouvrit toute grande. Pareille réponse ne lui serait jamais venue à l'esprit. C'est que ma maman m'a aussi prévenu contre la méchante sorcière, dit la fillette. Elle lança un regard pénétrant à Magra. Quel genre de fée ? Des fées des fleurs, proposa Magra. Regarde, j'ai une baguette. Lesquelles ? Quoi ? Quelles fleurs ? Fit Magra. Ben moi je suis fée tulipe. Et là c'est... Elle évita de regarder directement Mémé. Fée pâquerette. Et voici... Fée hérisson, dit Nounou. Cet ajout au panthéon surnaturel plongea la gamine dans de profondes réflexions. Vous pouvez pas être fée hérisson, dit-elle au bout d'un moment. Le hérisson, c'est pas une fleur. Qu'est-ce que t'en sais ? Parce qu'il a des piquants. Le hou aussi. Et le chardon. Oh. Et j'ai une baguette, dit Magra. Alors seulement elle risqua un coup d'œil en direction de Fée Pâquerette. Faut qu'on y aille, dit Mémé Cire du Temps. Tu vas rester ici avec Fée Tulipe, si je me trompe pas, pendant que nous, on va s'assurer que ta mère grand est toujours clouée au lit. D'accord ? Deux balais filaient à basse altitude au-dessus du sentier forestier. C'est peut-être juste une coïncidence, dit Nounou Hogg. C'en est pas, fit Mémé. La gamine a même un capuchon rouge. J'en avais un moi aussi quand j'avais 15 ans. Oui, mais ta grand-mère vivait à côté de chez toi. T'avais pas à t'inquiéter des loups quand t'allais la voir. Sauf du vieux puisard de l'aile, locataire. Oui, mais ça, c'est juste une coïncidence. Une traînée de fumée bleue serpentait au milieu des arbres devant les sorcières. Au loin, sur un côté, elles entendirent s'abattre un arbre. Des bûcherons, dit Nounou. Rien à craindre s'il y a des bûcherons. Il y en a un qui se rue dans la chaumière. Ça, c'est ce qu'on raconte aux enfants, fit Mémé, tandis qu'elle fonçait à toute allure. De toute façon, ça change rien pour la grand-mère, pas vrai ? Elle s'est déjà fait boulotter. J'ai toujours eu horreur de cette histoire, dit Nounou. Tout le monde se fiche de ce qui arrive aux pauvres vieilles sans défense. Le sentier disparut brusquement à la lisière d'une clairière. Cerné par les arbres,
Il y avait un potager en désordre où quelques tiges pathétiques luttaient pour une place au peu de soleil qui filtrait. Au milieu du potager se dressait ce qui devait être une chaumière, vu que personne n'aurait aussi mal monté une meule de foin. Elles bondirent de leur balai, les laissant s'arrêter tout seuls un peu plus loin dans les fourrés, et tambourinèrent à la porte de la maisonnette. On arrive peut-être trop tard, dit Nounou. Peut-être que le loup. Au bout d'un moment, elles entendirent le bruit étouffé de quelqu'un traînant des pieds à l'intérieur, puis la porte s'entr'ouvrit d'un poil. Elles aperçurent un œil méfiant dans la pénombre. Oui, fit une petite voix chevrotante venant de quelque part sous l'œil. Vous êtes mère grand demanda Messire du Temps. Vous êtes les percepteurs, mes chéris? Non, madame, on est des fées, répondit aussitôt Fée Hérisson. J'ouvre pas ma porte aux inconnus, mes chéris, dit la voix qui prit alors des accents légèrement irrités. Surtout à ceux qui font jamais la vaisselle quand je leur laisse dehors un bol de lait presque frais. On aimerait vous parler une minute, dit Fée Pâquerette. Ah bon? Vous avez une pièce d'identité, mes chéris? Je sais qu'on est tombé sur la bonne grand-mère, dit Fée Hérisson. Il y a un air de famille. Elle a de grandes oreilles. Écoute, c'est pas elle qui a les grandes oreilles, répliqua sèchement Fée Pâquerette. C'est le loup. Tout est là. Tu fais donc jamais attention? La grand-mère les observait avec intérêt. Après toute une vie passée à y croire, elle voyait des fées pour la première fois, et c'était une révélation. Messire du Temps surprit son air perplexe. Écoutez, madame, dit-elle d'une voix à la fois autoritaire et raisonnable. Ça vous dirait qu'un loup vous mange toute crue? Je crois pas que j'aimerais ça, chérie, non, répondit la grand-mère invisible. L'autre choix, c'est nous. Bon de là, vous êtes sûr? Parole de fée, dit Fée Hérisson. Bon, vraiment? D'accord, vous pouvez entrer. Mais pas de mauvais tour. Et pensez à faire la vaisselle. Vous avez pas un pot d'or avec vous, non? Ça, c'est les pixies, non? Non, ceux-là sont dans les puits, c'est les gobelins qu'elle veut dire. Ce que t'es bête, ceux-là se trouvent sous les ponts. Ça, c'est les trolls, tout le monde sait que c'est les trolls. Pas nous, en tout cas. Oh, fit la grand-mère, j'aurais dû m'en douter. Les grands-mères forment une espèce de franc-maçonnerie, sans l'inconvénient d'avoir à se tenir sur une jambe et de réciter des serments pour en devenir membre. Une fois dans la chaumière, et tandis qu'une bouilloire chauffait, Nounouog se sentit dans son élément. Gredin s'étendit devant le maigre feu et s'assoupit pendant que les sorcières s'efforçaient de s'expliquer. Je ne vois pas comment un loup pourrait entrer chez moi, chérie, fit gentiment la grand-mère. Je veux dire, c'est des loups, ils ouvrent pas les portes. Mais Messire du Temps écarta d'un coup sec un lambeau de rideau et jeta un regard noir dans la clairière. On sait bien, dit-elle. Nounouog désigna de la tête le petit lit dans une alcôve, près de la cheminée. C'est là que vous dormez toujours? demanda-t-elle. Quand je me sens souffrante, chérie, sinon je dors au grenier. Moi j'y monterai tout de suite à votre place. Et on est donc aussi mon chat, vous voulez bien? Vous voudrez pas qu'il nous gêne. C'est à ce moment que vous balayez la maison et que vous faites la vaisselle pour une soucoupe de lait? Demanda la grand-mère avec espoir. Possible, allez savoir. C'est drôle, mes chéris, je vous voyais d'une taille plus réduite. On vit beaucoup au grand air, dit Nounou. Maintenant, oust. Il n'en resta plus que les deux sorcières. Messire du Temps fit des yeux le tour de la pièce aux allures de caverne. Les joncs étalés par terre tenaient du compost. De la suie encroutait les toiles d'araignée du plafond. Pour faire le ménage dans un pareil taudis, on n'avait pas 36 solutions. La pelle, ou mieux encore, l'allumette. Marrant tout de même, dit Nounou une fois que la vieille femme grimpait l'escalier branlant. Elle est plus jeune que moi. Remarque, je fais de l'exercice. T'as jamais fait d'exercice de ta vie, répliqua Messire du Temps sans cesser de surveiller les fourrés. T'as jamais rien fait que t'avais pas envie de faire. C'est bien ce que je veux dire, fit joyeusement Nounou. Écoute, mémé, je persiste à dire que c'est peut-être qu'une... Non, non, je sens le conte. Quelqu'un dans le coin donne vie au conte et je le sais. Je vais rien dire, je vais pas passer pour une imbécile si je me trompe, je vais pas... Il y a quelque chose qui rapplique. Nounouog se pressa le nez contre la fenêtre sale. Je vois rien. Les buissons ont bougé. Fourre-toi dans le lit. Moi? Je croyais que c'était toi qui devais t'y mettre. Je vois pas pourquoi t'as cru ça. Non. À la réflexion, moi non plus, fit Nounou d'une voix lasse. Elle prit la Charlotte à bord flottant sur la colonne de lit, se la mit sur la tête et se glissa sous la courte pointe en patchwork. Dis, ce matelas est bourré de paille. Tu vas pas rester dessus longtemps. Ça pique. J'ai l'impression qu'il y a des trucs dedans. Quelque chose cogna contre le mur de la maison. Les sorcières se turent. On renifla par-dessous la porte de derrière. Tu sais, chuchota Nounou tandis qu'elles attendaient, l'arrière-cuisine c'est une horreur. Y a pas de bois et à peine de quoi manger. Et y a un cruchon de lait qui marche presque tout seul. Mémé fonça furtivement jusqu'à la cheminée, puis revint prendre son poste près de la porte d'entrée. Au bout d'un moment, on gratta au loquet, comme si celui qui essayait de l'ouvrir ignorait l'usage des portes ou des doigts. Le battant s'ouvrit lentement en grinçant. Une odeur lourde de musc et de poils mouillés envahit la chaumière.
Des pas hésitants trottèrent vers la silhouette blottie sous le couchage. Nounou souleva le volant de la Charlotte juste assez pour jeter un coup d'œil. « Salut !» dit-elle avant s'étonner. « Oh merde alors, je croyais pas que t'avais d'aussi grandes dents !» Mémé Cyr du Temps referma la porte d'une poussée et s'avança brusquement. Le loup pivota et leva une patte pour se protéger. « Miaou !» Mémé eut une seconde d'hésitation, puis lui abattit violemment une poêle à frire en fonte sur le crâne. Le loup s'effondra en vrac. Nounouog balança les jambes hors du lit. Quand c'est arrivé du côté de Skund, fit-elle, on a raconté que c'était un loup-garou, quelque chose dans ce goût-là. Et moi je me suis dit non, les loups-garous sont pas comme ça. J'ai jamais cru que c'était un vrai loup. Ça m'a fait un coup ce truc-là. Les vrais loups marchent pas sur leurs pattes de derrière et ils ouvrent pas les portes, dit Mémé Cyr du Temps. Bien, aide-moi donc à le sortir. Ça m'a ramené carrément en arrière de voir un grand machin plein de poils partout m'arriver dessus, fit Nounou en empoignant une extrémité de la bête assommée. T'as connu le vieux puisard de lait ? C'était effectivement un loup d'apparence normale, quoique beaucoup plus maigre que la moyenne. On lui voyait distinctement les côtes et il avait le pelage emmêlé. Mémé remonta un seau d'eau trouble du puits près des cabinets et le lui vida sur la tête. Ensuite, elle s'assit sur une souche d'arbre et surveilla attentivement la bête. Quelques oiseaux chantaient très haut dans les branches. « Il a parlé, » déclara-t-elle. « Il a essayé de dire non. »« Il m'a bien semblé, fit Nounou, puis je me suis dit que je devais imaginer des choses. » Pas la peine d'en imaginer d'autres. Elles sont déjà assez moches comme ça. Le loup gémit. Mémé tendit la poêle à Nounouog. « Je crois que je vais regarder ce qu'il a dans la tête, » dit-elle au bout d'un moment. Nounouog secoua la tête. « Je ferais pas ça si j'étais toi. C'est moi qui suis, moi. Il faut que je sache. Toi, tu restes à côté, avec la poêle. » Nounou haussa les épaules. Mémé se concentra. Il est très difficile de lire dans des pensées humaines. La plupart des gens pensent à tellement de choses à tout instant qu'il est presque impossible de suivre un fil dans un pareil écheveau. Les pensées animales sont différentes, bien moins encombrées. Celles des carnivores sont les plus simples, surtout avant les repas. Les couleurs n'existent pas dans un monde mental, mais si elles existaient, les pensées d'un carnivore affamé seraient violettes, chaudes et acérées comme une flèche. Les pensées des herbivores sont simples elles aussi. Des ressorts hélicoïdaux argentés, prêts à prendre leur essor. Mais dans le cas présent, il ne s'agissait pas d'un esprit ordinaire. Il y en avait deux. Mémé avait parfois capté les pensées de chasseurs dans la forêt quand, tranquillement assise le soir, elle laissait vagabonder sa tête. De temps en temps, elle lui avait fait la même impression, en plus vague cependant. De temps en temps, lorsque le chasseur était sur le point de tuer, les fils épars des pensées se regroupaient. Mais là, c'était différent. C'était le contraire. Des tentatives craquelées et racornies de réflexions s'écaillant de la pointe de flèche luisante qui était l'intention de tuer du prédateur. L'esprit d'un prédateur s'efforçant de penser. Pas étonnant s'il devenait fou. Elle ouvrit les yeux. Nounouog lui tenait la poêle à frire au-dessus du crâne. Son bras tremblait. « Bon, » fit-elle, « c'est qui ?»« Je boirais bien un verre d'eau, » dit Mémé. Une méfiance naturelle refit surface dans son cerveau en ébullition, mais pas de ce puits surtout. Nounou se détendit un peu. Quand une sorcière se mettait à farfouiller dans un autre esprit, on ne savait jamais qui revenait. Mais Esmé Cyr du Temps était la meilleure. Si Magra essayait toujours de se trouver, Mémé, elle, ne concevait même pas qu'on puisse chercher. Si elle ne trouvait pas comment revenir dans sa propre tête, c'est que le chemin n'existait pas. « Il y a le lait dans la chaumière, » proposa Nounou. « Il était de quelle couleur déjà ?»« Ben, encore à peu près blanc. » « D'accord. » Lorsque Nounou tournait le dos, Mémé s'autorisa un petit frisson. Elle contempla le loup en se demandant ce qu'elle pouvait faire pour lui. Un loup normal n'entrerait pas dans une chaumière, même s'il arrivait à ouvrir la porte. Les loups ne s'approchaient jamais des hommes, sauf en grand nombre et à la fin d'un hiver particulièrement rude. Et ce, non parce qu'ils étaient des grands méchants et malfaisants loups, mais justement parce qu'ils étaient des loups. Ce loup-ci essayait d'être humain. Il n'existait sans doute pas de remède. « Tiens, ton lait, » dit Nounouog. Mémé leva la main et le prit sans regarder. « Quelqu'un a fait croire à ce loup qu'il était une personne, dit-elle. Quelqu'un lui a fait croire qu'il était une personne, puis s'en est désintéressé. Ça s'est passé il y a quelques années. »« Comment tu sais ça ?»« Je suis tombé sur ses souvenirs, » répondit Mémé. « Et aussi sur ses instincts, songea-t-elle. Elle savait qu'il faudrait plusieurs jours pour que la quitte l'envie de courir après des traîneaux sur la neige. Oh. Il est coincé entre deux espèces, dans sa tête. On peut l'aider ? Demanda Nounou. Mémé fit non du geste. Ça dure depuis trop longtemps. C'est maintenant une habitude. Il crève de faim.
Il peut aller ni d'un côté, ni de l'autre. Il peut pas se conduire en loup, et il n'arrive pas à devenir humain. Ça peut pas durer éternellement. Elle se retourna et fit face à Nounou, laquelle recula d'un pas. T'imagines pas quelle impression ça fait, dit-elle. Errer pendant des années, incapable de se conduire en humain, ni d'être un loup. T'imagines pas. Je crois que si, fit Nounou. Suffit de te regarder. Je crois que si. Qui peut faire ça à une créature? J'ai ma petite idée. Elles se retournèrent. Magra arrivait avec la gamine. Un des bûcherons les accompagnait. Ah, fit Mémé. Oui, évidemment, faut toujours qu'il y ait... Elle cracha les mots. Une fin heureuse. Une patte voulut lui saisir la cheville. Mais Messire du Temps baissa les yeux sur la figure du loup. S'il vous plaît, gronda-t-il. Une fin maintenant? Elle s'agenouilla et prit la patte. Oui, fit-elle. Oui. Elle se releva, l'air autoritaire, et fit signe au trio d'approcher. Monsieur le bûcheron, dit-elle, un boulot pour vous. Le bûcheron ne comprit jamais pourquoi le loup posa si facilement la tête sur la souche, ni pourquoi la vieille femme, celle chez qui la colère s'agitait comme de l'orge perlée dans un ragoût bouillonnant, insista ensuite pour qu'on l'enterre décemment, au lieu de le dépecer et de le balancer dans les buissons. Elle insista beaucoup là-dessus. Et ce fut la fin du grand méchant loup. 1 heure plus tard, pas mal de bûcherons avaient poussé tranquillement jusqu'à la chaumière, siège d'une grande activité qui valait le coup d'œil à ce qui paraissait. L'abattage des arbres n'est pas un travail habituellement riche en distractions. Magra lavait le sol avec toute l'aide magique que pouvait lui fournir un seau d'eau savonneuse et une brosse à récurer. Même Nounouog, dont l'intérêt décousu pour le rôle noble de ménagère s'était complètement évanoui dès que sa fille aînée avait été en âge de tenir un chiffon, nettoyait les murs. La vieille grand-mère, un peu dépassée par les événements, les suivait toutes les deux avec inquiétude, une soucoupe de lait à la main. Des araignées qui avaient hérité du plafond des générations plus tôt se virent pousser dehors gentiment mais fermement. Et même Messire du Temps marchait autour de la clairière, en compagnie du bûcheron en chef, un jeune homme au torse puissant qui devait se croire, hélas à tort, meilleure allure avec ses bracelets de force en cuir clouté. Il était là depuis des années, n'est-ce pas, dit-il, à rôder sans arrêt autour du village, tout ça. Et vous avez jamais essayé de lui parler, fit Mémé. Lui parler? C'est un loup, c'est pas? On leur parle pas aux loups. Les animaux, ça parle pas. Je vois. Et la vieille femme? Vous êtes nombreux, vous autres, les bûcherons. Est-ce que, vous savez, ça vous arrivait de passer la voir? Ah, pas de danger. Pourquoi? Le bûcheron en chef se pencha vers Mémé avec une mine de conspirateur. Bah, paraît que c'est une sorcière, c'est pas? Ah bon, fit Mémé, comment vous savez ça? Elle en a tous les signes distinctifs, c'est pas? Quels signes? Une vague inquiétude picota le bûcheron. Bah, elle a le nez crochu, elle marmonne tout le temps. Oui. Et elle a pas de dents, c'est pas? Bon sang, fit Mémé, je comprends que ça vous dise rien de fréquenter une femme pareille, c'est pas? C'est pas, fit le bûcheron soulagé. Pourrait bien vous changer en n'importe quoi au premier coup d'œil, c'est pas? Mémé se colla le doigt dans l'oreille et l'agita d'un air réfléchi. Elles en sont capables, vous savez. Sûrement, dit Mémé. Je suis bien contente qu'il y ait des jeunes costauds comme vous dans le coin. Je peux jeter un œil à votre hache, jeune homme? Il lui tendit l'instrument. Mémé s'affaissa d'un air théâtral en empoignant. Il resta encore des traces de sang de loup sur la lame. Grand Dieu, elle est grosse, dit-elle. Et vous savez vous en servir, j'imagine. J'ai gagné la ceinture d'argent 2 ans de rang à la fête de la forêt, annonça fièrement le bûcheron. 2 ans de rang, 2 ans de rang, bon sang, ça c'est bien, c'est drôlement bien. Et moi j'arrive à peine à la soulever. Mémé saisit la hache d'une main et la balança maladroitement. Le bûcheron bandit en arrière lorsque la lame lui passa en vrombissant sous le nez et s'enfonça d'un bon doigt dans un arbre. Vous demande pardon, fit Mémé Sire du Temps, je suis qu'une vieille imbécile, la technique ça n'a jamais été mon fort. Il lui fit un sourire et voulut dégager la hache. Il tomba à genoux, la figure soudain blême. Mémé se pencha au niveau de son oreille. Tu aurais pu t'occuper de la vieille femme, dit-elle calmement. Tu aurais pu parler au loup, mais tu l'as pas fait, est-ce pas? Il essayait de répondre, mais ses dents refusaient de se desserrer. Je vois que tu regrettes beaucoup, dit-elle. Je vois que t'as conscience d'avoir mal agi. Je parie que t'es impatient d'aller lui retaper sa maison, remettre de l'ordre dans son jardin, veiller à ce qu'elle ait du lait frais tous les jours et une bonne réserve de bois, c'est pas? Je sens même assez brave pour lui bâtir une nouvelle chaumière, avec un vrai puits et tout, pas loin du village, comme ça elle aura pas besoin de vivre toute seule, c'est pas? Tu comprends? Des fois je vois dans l'avenir, et je sais que c'est exactement ce qui va se passer, c'est pas? La sueur coulait sur la figure du bûcheron.
Et voilà que ses poumons donnaient l'impression de ne pas fonctionner non plus. Je sais en plus que tu vas tenir parole, et ça me fait tellement plaisir que je vais veiller à ce que la chance te protège, dit Mémé d'une voix toujours aussi agréablement monocorde. Je sais que c'est un travail dangereux, le bûcheronnage, vous pouvez vous blesser, les arbres peuvent vous tomber dessus, ou le fer de lâche soudain se détacher et vous ouvrir le crâne. Le bûcheron frissonna, tandis que Mémé poursuivait. Alors, ce que je vais faire, c'est te jeter un petit sort pour que rien de tout ça t'arrive, vu que je suis reconnaissante. Parce que tu vas aider la vieille dame, c'est pas? T'as qu'à hocher la tête. Il réussit à bouger la tête d'un poil. Mémé Sire-du-Temps sourit. Là, fit-elle en se levant et en brossant un grain de terreau de sa robe. Tu vois comme la vie est belle quand on s'aide les uns les autres.